Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info avec une invitée d'exception dans votre journal ce soir, Son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie. À J-2 du Festival International du Cirque de Monte-Carlo, elle a accordé un entretien à Patricia Navarro, à découvrir dans quelques instants. Isabelle Béraud-Amadei adresse ses vœux au corps diplomatique et consulaire à Monaco. La ministre des Relations extérieures et de la coopération a notamment évoqué les grands dossiers de l'année 2026, une année dense et stratégique selon elle. Du sport également dans ce journal avec une nouvelle recrue pour l'AS Monaco, Wout Fass, qui vient renforcer le secteur défensif du club de la Principauté, le club qui a ravi de nombreux jeunes supporters venus en nombre pour la nouvelle étape du Kids Tour à Cap d'Aille, avec pour invité Folarin Balogun. Plusieurs postes à pourvoir à la Société des Bains de Mer pour cet été. Le groupe recrute déjà ses saisonniers et ce dans différents secteurs, vous le verrez. Et puis c'est de saison, la récolte des bigaradiers a débuté en Principauté avec la possibilité, si vous le souhaitez, de récupérer ces oranges à mer. La 48e édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo sera lancée ce vendredi sous le chapiteau de Fontvieille. Elle réunira les plus grands artistes de cirque au monde et promet déjà des performances inédites. Le photocall a eu lieu ce mercredi midi en présence de la présidente, Son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie, et des artistes qui se produiront lors du festival et du New Generation. Une façon de lancer le compte à rebours de cet événement tant attendu. Pour l'évoquer, la princesse Stéphanie a accordé un entretien à Patricia Navarro à 2 jours du coup d'envoi du festival. Altesse, merci de nous accueillir alors en plein cœur de la piste du prestigieux Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Nous sommes dans les derniers préparatifs, nous avons assisté aux répétitions, mais est-ce qu'il y a un artiste en particulier que vous attendiez cette année peut-être plus que d'autres ? Je crois que non, on a essayé de faire le festival, le thème de tous les records, avec des choses toujours aussi incroyables et les artistes m'étonneront toujours de leur créativité, de leur dépassement de soi. Mais je crois que ce qui me tient à cœur, on essaie de trouver des numéros qui ne sont pas forcément très très connus. Et là, depuis quelques années, on donne un gros coup de pouce au cirque africain. Parce qu'il y a des écoles qui se forment là-bas, c'est du cirque social aussi. Et là, on a le produit un numéro éthiopien, un numéro de Tanzanie, qui prouve vraiment qu'ils sont à la hauteur et ils ont toute leur place plus que méritée au festival. Oui, parce que pendant ce festival, ce sont toutes les facettes, vous y tenez, toutes les facettes du cirque qui sont mises en lumière. Il y a les acrobaties, les clowns, les animaux, c'est un tout. C'est un tout, c'est vraiment la dernière, je pense, plateforme du cirque traditionnel dans le monde et on essaye de tenir bon. Et aussi d'ouvrir la piste du festival à des nouvelles nations, des nouveaux horizons qui justement continuent le cirque traditionnel, forcément évolue avec son temps, mais voilà, des nouvelles nations comme la Tanzanie, l'Éthiopie, le Kazakhstan. C'est notre souhait de vraiment mettre ces gens-là en lumière, qui vibrent avec le cirque et qui ont le cirque dans l'âme. Et voilà, c'est une belle plateforme et j'espère que ça leur portera chance pour le reste de leur carrière. Est-ce qu'il y a une discipline, une pratique, un exercice qui vous touche plus particulièrement dans le cirque ? Je sais que vous avez une affection notamment pour des grosses bêtes de cirque qui ne sont pas présentes cette année. Non, bon, c'est sûr que j'adore voir les numéros d'animaux, ça c'est certain. Mais je crois que moi je suis touchée par tous les numéros quand on sent vraiment l'âme de l'artiste et on voit qu'il donne tout, il laisse tout dans la piste pour nous. Et je crois que ça, aussi bien un acrobate qu'un volant, qu'un clown peut provoquer ce style d'émotion. Votre amour du cirque, il est venu de votre papa, le prince Régnier III, qui a été à l'origine de la création du festival. Que représente pour vous aujourd'hui cet héritage qu'il vous a transmis? Et comment le festival a-t-il évolué au fil des décennies? Je crois que l'héritage, c'est quelque chose qui est tellement évident pour moi parce que
j'ai grandi là-dedans, j'ai l'impression d'être un peu aussi une enfant de la balle en fait. Et les autres grandes familles de cirque considèrent ma famille comme une famille de cirque aussi, parce que mon père avait cet amour justement des gens du cirque. Pas seulement du spectacle, des gens du cirque. Lui, il adorait aller dans les cirques, vivre avec les familles de cirque. Pas forcément de juste regarder les spectacles, de sentir vraiment l'essence même d'un chapiteau. Et je suis comme mon papa, il m'a toujours dit, il n'y a rien de plus beau qu'un chapiteau vide aussi. Parce qu'on sent encore c'est tout imprégné de toutes les énergies, de tous les artistes qui sont là et qui, quand ils rentrent en piste, laissent tous leurs soucis derrière le rideau, en coulisses. Et ils viennent là pour donner du rêve et du bonheur aux gens. Mais c'est magique. Je veux dire, c'est la plus belle chose. Donc, pour moi, c'est une évidence. C'est pas un héritage ni lourd, ni au contraire, c'est une fierté de pouvoir continuer à soutenir et à sauver les arts du cirque. Je dis bien les arts du cirque parce que j'aimerais qu'on considère ça comme de la culture, comme notre patrimoine culturel. Ce sera ma dernière question. Si vous pouviez endosser les habits de l'un des artistes de cirque, quel numéro vous choisiriez-vous ? Je pense que je l'ai fait pour moi à titre privé avec mes chiens. J'ai monté un numéro de chien, tout dans la douceur et l'amour. Donc c'est possible. C'est même ça et c'est un plaisir. Mes chiens s'amusent comme des fous à juste me faire plaisir en fait de faire ce qu'on joue ensemble et tout. Et je pense que j'aurais travaillé avec des animaux, ça c'est certain. La performance, c'est pas mon truc. J'ai le vertige donc je peux pas aller en l'air déjà. Donc ça c'est clown. Je crois que c'est le plus difficile métier au cirque. Pour faire rire les gens, c'est plus facile de faire pleurer, de dégager de l'émotion aux gens, mais les faire rire, c'est très difficile. De plus en plus de nos jours, parce que les gens ne rient plus. Et donc voilà, les animaux, et pour l'échange qu'il y a en fait avec les animaux. Il y a ce plaisir en tout cas du lien avec l'animal et de rappeler, chaque année, souvent on le souligne, de rappeler que les animaux au cirque sont des artistes. C'est des artistes. À part entière. À part entière et les gens qui présentent les animaux au cirque, je veux dire, certes, comme partout, il y a des exceptions, des gens qui font pas bien leur métier, mais ça, c'est dans tous les métiers. Et je suis la première à les condamner ou quoi, mais la majeure partie, c'est comme un porteur avec un acrobate. Le chien, c'est le porteur de l'artiste, quoi, en fait. C'est son voltigeur, et donc ils ont besoin l'un de l'autre. Beaucoup d'animaux, même les chevaux, ils aiment bien être en piste, ils entendent la musique, ça y est, c'est parti. Donc, parce qu'une personne fait une bêtise, il ne faut pas penser que tout le monde les fait. Voilà. Merci Altesse de nous avoir reçus sous le chapiteau. Et je le rappelle, donc le festival débute vendredi et se poursuivra jusqu'au 25 janvier. Merci beaucoup. Merci. Et le Festival international du cirque de Monte-Carlo sera bien évidemment à suivre sur Monaco Info dans notre JT. La principauté va interdire les feux de Bengale dans les lieux publics clos. Décision prise par le ministre d'État qui souhaite également renforcer les contrôles dans les établissements concernés et sensibiliser les exploitants aux règles de sécurité. Ces nouvelles mesures font suite au drame meurtrier qui a touché Crans-Montana le soir du Nouvel An. C'est une tradition en ce début d'année, les cérémonies des vœux qui animent les premières semaines de 2026. Hier, Isabelle Béraud-Amadei a tenu à adresser ses vœux à l'ensemble des représentants des corps diplomatiques et consulaires. L'occasion de revenir sur l'année écoulée et de mettre en lumière les grands événements à venir. Les détails d'Alexandra Pani et Jean-Alexandre Dordet. 165 pays avec lesquels la principauté entretient des relations diplomatiques, un réseau de 16 ambassadeurs monégasques nommés auprès de 29 pays et 84 consuls et vice-consuls honoraires accrédités sur le territoire monégasque. 2025 a été une année riche pour la diplomatie monégasque, comme l'a rappelé la conseillère ministre Isabelle Béraud lors de ses traditionnels vœux, avec notamment la venue en principauté de hautes personnalités. Visite d'État du président français, mais aussi
aussi du secrétaire pour les relations avec les États du Saint-Siège et plus récemment le président du Portugal. Mais aussi des grands rendez-vous comme le Blue Economy and Finance Forum qui a réuni plus de 1800 participants dont 6 chefs d'État ou encore le pavillon de Monaco à l'exposition universelle Osaka Kansai qui a accueilli plus d'1,5 million de visiteurs. 2026 sera elle aussi une année avec d'importantes échéances. S'agissant du département que j'ai l'honneur de diriger, la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe qui commencera donc au mois de mai et s'achèvera au mois de novembre. Et ça va être l'occasion, lorsque je vais m'adresser dans quelques instants aux personnalités qui sont présentes aujourd'hui, de présenter un petit peu le programme de cette présidence. C'est l'occasion effectivement de présenter quelles sont les priorités de la principauté sous l'impulsion du prince souverain. Je dois dire que tout le corps consulaire qui est présent ici à Monaco est toujours très mobilisé et nous travaillons très bien avec eux. Je voudrais souligner la parfaite collaboration que nous avons avec l'Association des consuls honoraires de Monaco et son président Marc Lecourt. Nous collaborons, j'allais dire, régulièrement avec cette association qui nous aide beaucoup, notamment lorsque nous organisons des événements avec des personnalités étrangères à Monaco. L'Association des consuls honoraires de Monaco est un véritable atout pour le renforcement des liens entre la principauté et les États représentés. L'association des consuls est là pour assister les consuls dans leurs activités diverses et variées. Mais on est là pour apporter notre soutien aux membres de la communauté consulaire. Le consul honoraire en principauté a des prérogatives un peu particulières par rapport aux autres consuls dans d'autres pays. Comme les ambassadeurs accrédités en principauté résident principalement à Paris, le consul honoraire a un rôle important à Monaco car il est en contact direct avec les résidents que nous représentons. La conseillère ministre adressera à nouveau ses vœux de nouvelle année au corps diplomatique en poste à Paris, cette fois-ci ce jeudi. Ouvrons une page sport, à présent avec du tennis pour débuter et Valentin Vachereau qui file en quart de finale du tournoi d'Adélaïde après le forfait de son adversaire, l'Australien Kokkinakis. Le Monégasque affrontera au prochain tour l'Espagnol Fokina pour une place en demi. L'AS Monaco connaît son futur adversaire en Coupe de France. Les Rouges et Blancs se déplaceront à Strasbourg pour les huitièmes de finale de la compétition. Match qui aura lieu le 5 février prochain au stade de la Méno. Le club de la Principauté qui a officialisé hier l'arrivée d'un nouveau renfort dans le secteur défensif qui en a bien besoin. Il s'agit de Wout Faes. Il a été prêté par Leicester jusqu'en fin de saison avec option d'achat. L'international belge de 27 ans va retrouver la Ligue 1 après avoir évolué par le passé à Reims. Il a été présenté à la presse aujourd'hui. Je vous propose d'écouter ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs et ceux du directeur général de l'AS Monaco, Thiago Scuro. J'ai tout de suite vu un projet très ambitieux, même si le début de saison a été compliqué par certaines raisons, des blessures aussi, des matchs un peu compliqués, mais je pense que l'objectif doit rester le même. Et c'est un grand club de Ligue 1 et je pense qu'on doit viser le plus haut. Je connais la Ligue 1, bien sûr. J'ai fait 2 ans à Reims. J'ai bien aimé. Je dis toujours que c'est peut-être les années où je me suis amusé le plus dans ma carrière jusqu'à présent. Puis après, on sait tous, vous savez mieux que moi, c'est un championnat très très physique, avec beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de qualités techniques, surtout des jeunes. Quand je vois l'effectif ici aussi, je pense que c'est le cas. Donc moi, je vais essayer de donner un peu d'expérience et de ramener mon expérience et les aider. He will bring quality first, experience, maturity, ready to arrive and make an impact. He's a very consistent and solid decision. As he mentioned, we've been following him on the last years, especially in a moment where he had a coach which played the football similar to what we do, where we could see clearly that he has the profile and the tools to make an impact on the way we play football. Speed, aggressivity, quality with the ball. Very good on set pieces, which is also a very important topic in football nowadays. So the decision was easy when we saw the possibility to do, and also, of course, we had his interest in to come here, having other options, and we are very positive about his arrival. Le renfort de Wout Faes, qui pourrait figurer sur la feuille de match vendredi face à Lorient, devrait rassurer les supporters, les plus grands
comme les plus petits, à l'image de ces jeunes fans venus en nombre ce mercredi pour la nouvelle étape de l'AS Monaco Kids Tour. Elle s'est déroulée au bien nommé stade Didier Deschamps à Cap d'Aille en présence de l'attaquant monégasque Folarin Balogun. Frédéric Elion était présent avec Thomas Deus. Depuis 2022, l'AS Monaco va à la rencontre des enfants des communes de la Côte d'Azur grâce au programme Kids Tour. Ce mercredi, la 13e étape de la saison 4 se déroulait au stade Didier Deschamps à Cap d'Aille en présence de Folarin Balogun, l'attaquant de l'AS Monaco, participait pour la 2e fois au Kids Tour. Yeah, it's an amazing experience, you know. I used to be also a child myself, and I used to be a fan of football. And you know, when you have the opportunity to meet your football stars and the people you look up to, it's a really special moment. And you know, these are the fans of tomorrow. You know, I love being around kids. You know, they ask just innocent questions. You know, just what is it like, and you know, how do I become a footballer, stuff like this. And I just try to motivate them to, you know, give them belief. I think this is the most important thing. And yeah, you know, if you want to achieve your dreams, you need to have a lot of belief. Près de 200 enfants de l'US Cap d'Aille ont participé à cette belle après-midi avec différentes activités. Quiz sur l'ASM, concours de précision sur cible géante, mini-match. Ils ont surtout pu échanger avec Folarin Balogun, prendre des photos avec lui et faire signer tout ce qu'ils avaient sous la main. J'ai fait signer la carte et le crampon. Moi, mon maillot. Et j'ai pris une photo. Il y a Balogun qui vient de nous signer les pancartes ou les maillots ou les crampons. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur de Balogun ? Il est bon cette saison. Il marque des buts. Et pour moi, c'est un bon attaquant. Ça fait plaisir, il est très fort. Hein. C'est toujours une énorme expérience, ça fait très plaisir. Et j'espère qu'il deviendra un très grand joueur. Le Kids Tour, c'est aussi un lieu de rencontre entre champions. Peter Sagan, 7 fois vainqueur du maillot vert sur le Tour de France et 3 fois champion du monde de cyclisme, était de la partie avec son fils. Prochaine étape de l'AS Monaco Kids Tour, le 28 janvier à Cogolin. Oui, et voilà de quoi faire le plein d'énergie avant la réception de Lorient vendredi. En basket, la Roca Team continue sa belle série. Les Monégasques ont dominé Gravelines Dunkerque mardi soir à Gasson-Médecin, 101-82, et enregistre une 9e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Écoutez la réaction après le match de Johan Bégarin et Kevarius Ace. Ils sont au micro de Frédéric Elion. On savait que ça allait être compliqué puisqu'on a un emploi du temps avec pas mal de matchs qui s'enchaînent. Donc nous, on savait que le principal, c'est de rester sérieux et de pouvoir jouer notre basket. Donc avec ça, on a juste exécuté les consignes du coach. On a mis l'intensité nécessaire et puis ensuite, le match il s'est déroulé comme vous avez pu le voir. Yeah, I feel like the chemistry is getting better. You know, a lot of unselfish guys. You know, we have probably I think we do have the most assists, and you know we're all about sharing the ball and having confidence. Everybody play your role and good things happen. On est dans la bonne direction. Le coach il le répète souvent. Les bonnes équipes en ce moment elles continuent, elles montent du coup, et elles montent en intensité. Et du coup, il faut qu'on puisse prendre ce chemin puisque nous, notre objectif à la fin de la saison, c'est d'aller soulever tous les trophées clairement, et du coup nous on met l'intensité nécessaire. Là on a commencé la saison depuis fin août, donc maintenant on est à un moment de la saison où est-ce qu'il faut montrer qu'on est une équipe compétitive et qui vise les titres. Et prochain match de la Roca Team ce jeudi contre Paris en Euroleague. La saison estivale se prépare déjà du côté de la Société des Bains de Mer. Une journée de recrutement vient d'être organisée pour recevoir les postulants, et ce dans différents secteurs. Pour certains candidats, cette journée marque déjà une étape importante dans leur avenir. Les explications de Marie Bonnet-Blanc et Massimo Piantoni. Mohamed est en master de commerce, actuellement en alternance dans une concession automobile à Nice. Il cherche un poste de voiturier pour la saison. Première étape, un entretien avec les ressources humaines, un passage obligatoire, et pour lui, c'est validé. Elle m'a demandé ce que moi de base que je voulais. Donc moi je lui avais dit que moi j'étais plutôt voiturier, bagagiste, donc pour les hôtels et les restaurants. Du coup c'est là que je peux mettre à profit mes qualités, mes compétences. Donc là elle m'a dit de me rediriger vers le parti conciergerie. Face au recruteur, il doit se présenter, convaincre, faire la différence. Sourire, attitude, parcours, tout est passé au crible. Ici, on cherche la perle rare.
qui va retenir mon attention déjà, le sourire évidemment, l'attitude, la positivité et puis il n'a pas menti. Donc voilà, quand j'ai posé des questions aussi sur ce qu'il était capable ou pas de faire, il m'a dit que lui il ne connaissait pas la restauration, il a été franc, il a préféré être franc d'ailleurs, donc c'est pourquoi je l'ai amené voir mon collègue directement après parce que je sais que voilà, il ment pas. C'est très prometteur et je suis très contente de l'avoir rencontré aujourd'hui. Résultat, Mohamed est directement orienté vers l'étape finale, la rencontre avec le responsable du service voiturier et conciergerie. Un moment clé, bilan plutôt positif, il repart avec beaucoup d'espoir pour cet été. À chaque fois, on m'a demandé mon CV, ils avaient dit qu'ils allaient le transmettre et qu'ils avaient bien aimé mon profil. Après, j'ai pas trop envie de me prononcer, je sais pas, mais je suis satisfait en tout cas de l'échange que j'ai eu. La SBM sera présente au Forum Monaco pour l'emploi du gouvernement princier le 6 février prochain. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos CV à recrutement@sbm.mc. Chaque année à la mi-janvier vient le moment de récolter les célèbres bigarades, un travail de taille pour les agents de la direction de l'aménagement urbain qui doivent couvrir l'ensemble du territoire pour cueillir les 700 arbres fruitiers. Une tradition qui remonte à plusieurs siècles et qui est encore bien ancrée dans le patrimoine. Reportage en ce début de récolte avec Alban Gingembre et Lionel Bernardi. La bigarade, symbole fort à Monaco, ancien territoire agricole, le pays regorgeait d'agrumes et exportait ses fruits à travers l'Europe. Aujourd'hui, les près de 700 bigaradiers de la principauté témoignent de cette histoire et l'heure est à la récolte. Chaque année, au moins une trentaine de jardiniers qui sont sur la route en train de ramasser, récolter les oranges verts. Cette année, la production est un peu moins importante par rapport à l'année dernière. On a eu un été pas très pluvieuse, donc il y avait un peu moins d'eau. Cette année, peut-être on tourne aux alentours de 12-13 tonnes, que déjà, c'est déjà pas mal. Les gens, dans le temps, ou même, ils ont continué peut-être leur tradition, ils continuent à faire des confitures d'orange vert ou du vin d'orange. Et ça restait dans le temps. C'est pour ça que souvent on voit les jardiniers qui sont en train de récolter. Et il y a des gens qui viennent, surtout des personnes un peu âgées, qui demandent s'ils peuvent avoir des oranges. Depuis quelques années, plus de la moitié de la récolte est également distribuée à la distillerie de Monaco pour la production de liqueurs. Toutes les oranges qu'on utilise, ils viennent de Monaco. Ils ne sont pas traités. C'est du fruit qui est très aromatique, c'est très sain. On met à macérer les écorces d'orange. Et puis on prend aussi le jus des oranges, qui est amer, mais qui contient des sucres. Donc on fermente le jus et ensuite ça passe en alambic ici pour la distillation. Des spiritueux qui contribuent à valoriser le patrimoine monégasque. Les agents de la direction de l'aménagement urbain travailleront pendant un mois sur la récolte des bigarades. En ce mercredi, journée des enfants, nous vous proposons une idée de sortie amusante, direction le Théâtre des Muses, qui pense souvent aux plus jeunes dans sa programmation. Exemple ici avec Y'a pas d'eau, y'a pas d'âme, une pièce qui vous invite à un tour du monde pour sensibiliser à l'écologie. Coup d'œil dans ce reportage d'Alban Gingembre et Lionel Bernardi. Un tour du monde musical qui aborde avec humour les menaces qui pèsent sur notre planète, c'est le voyage que proposent Johan et Ninon. Sur scène, ils sensibilisent à la protection de la planète en traitant des sujets sérieux avec légèreté, de quoi marquer les esprits du jeune public. Moi j'ai retenu que c'est mal, il faut protéger la planète parce que la planète c'est précieux et qu'il ne faut pas polluer la planète avec beaucoup de plastique. C'était important de préserver la planète. On a appris des nouveaux animaux, des pays, des villes, plein de choses. Roger, nous avons un souci avec le climat se dérègle. Vite, nous traversons une zone d'effet de serre. C'est le réchauffement climatique. On va venir comme des frites. Des scénettes ponctuées de chansons, guitare, flûte traversière, mandoline et violon, tous les moyens sont bons pour transmettre le message. J'ai envie qu'ils aient envie de faire de la musique. Je pense que la musique, c'est quelque chose, effectivement, on va pouvoir continuer aussi après le spectacle. Les chansons sont enregistrées. On a écrit la chanson Y'a pas d'âme avec des enfants dans une classe de CM2. En Ile-de-France. Et c'est comme ça que nous est venue ensuite l'envie de monter ce spectacle Y'a pas d'eau, y'a pas d'âme. On trouvait que ça sonnait très bien, justement comme une onomatopée un petit peu, et du coup ça c'est percutant. Et donc dans la chanson, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'âme, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'animaux. J'ai envie qu'ils pensent effectivement à la planète et à
à leur rapport au monde en fait, comment ils se sentent sur la planète eux en tant qu'enfants, ce qu'ils font, ce que les autres font, ce qu'ils peuvent faire, voilà, pour être en harmonie avec cette planète qui nous porte tous. Y a pas d'eau, y a pas d'âme, une pièce engagée destinée aux enfants. 2 autres représentations sont programmées ce week-end. Rendez-vous sur le site internet du Théâtre des Muses pour obtenir vos places. Ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo suivies des sorties cinéma de la semaine. Sachez d'ailleurs que le cinéma des Beaux-Arts propose ce dimanche à 14h la projection en avant-première du film Le rêve américain d'Anthony Marciano avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi en présence de l'équipe du film. Nous refermons cette édition comme nous l'avons débuté avec le Festival international du cirque de Monte-Carlo et les photos de Stéphane Dana. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour un nouveau JT. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les prévisions météo de ce jeudi. Une journée pour l'ensemble plutôt ensoleillée. Les températures seront agréables pour la saison. Le thermomètre affichera jusqu'à 14 degrés. Le soleil se lèvera à 7h59 et se couchera à 17h20. Nous fêterons les Rémis. Bonne soirée à vous tous sur Monaco Info.